Billy Wilder était un cinéaste d'origine européenne, hein. Il est né dans ce qui était à l'époque l'Empire austro-hongrois et qui est devenu la Pologne. Il a passé une partie de son enfance en Autriche, puis ensuite il est arrivé en Allemagne pour commencer à travailler. Et c'est là qu'il devient d'abord journaliste, puis scénariste, et il commence à se faire un peu un nom dans le cinéma avant que la situation dans les années 30 ne dégénère, et qu'après être passé par Paris, il émigre comme un certain nombre, hein, de ses collègues à Hollywood. À Hollywood, il va faire équipe avec Charles Brackett, qui va être un co-scénariste. Ils vont travailler beaucoup ensemble, notamment pour Ernst Lubitsch, qui est particulièrement connu pour ses comédies, et Wilder en a écrit un certain nombre, et il le considère comme vraiment son maître absolu, hein. Il a dans son bureau, pendant des années dans son studio, un grand poster, une photo de Lubitsch avec écrit en dessous que ferait Lubitsch, hein, ce qui l'inspire, qui est une sorte de mantra pour se demander comment écrire de la manière la plus efficace, principalement des comédies, parce que c'est vraiment là-dedans qu'il va s'illustrer majoritairement. Donc il commence cette carrière-là et qui fonctionne plutôt bien, et il a assez rapidement envie de se diriger vers la réalisation, ce qui va être un peu compliqué parce qu'on est dans une usine à rêve qui est extrêmement segmentée, et c'est pas évident de passer d'un corps de métier à un autre. Il va mettre un certain temps avant de réussir à le faire. Il n'empêche que quand il commence à penser au projet qui est Boulevard du Crépuscule, il a déjà un certain nombre de films à son actif, et surtout, il a une bonne place à Hollywood. En effet, en 1945, il a réalisé un film qui s'appelle Le Poison, qui raconte l'histoire d'un homme et de ses démons de l'alcoolisme, qui a remporté un certain nombre d'Oscars. Il a obtenu l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur réalisateur, ce qui lui donne vraiment, évidemment, une place tout à fait enviable. Donc il se met en quête d'un nouveau projet, et il a cette idée de parler déjà du système hollywoodien, puisqu'il a une place assez intéressante. C'est à la fois quelqu'un qui le regarde de l'extérieur en tant qu'auteur européen, mais en même temps aussi quelqu'un qui est déjà totalement à l'intérieur du système et qui peut l'observer de près d'une certaine façon. Il va travailler une fois de plus avec Charles Brackett, mais ils vont faire appel à un troisième collaborateur. La manière dont ils l'ont embauché est assez intéressante d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Donald McGill Marshman, qui est en fait un journaliste de 26 ans qui travaille à Life Magazine et qui a complètement éreinté leur film précédent qu'ils avaient donc scénarisé ensemble, qui est le film précédent qui s'appelle La Valse de l'Empereur en 1948. Et en fait, les scénaristes trouvent que les arguments donnés par ce journaliste pour critiquer leur film sont plutôt pertinents, et ils ont besoin de ce regard extérieur, et donc il va donc collaborer, et il va donner un certain nombre d'idées, dont notamment une partie de son nom, hein, puisque McGill donne Gillis, et ils ont d'ailleurs la même date de naissance, et il va y avoir une certaine influence dans ce personnage par son regard extérieur. Le scénario avance relativement vite. Au départ, ils pensent à une comédie, puisqu'ils sont assez spécialisés là-dedans. Et en approfondissant le sujet, ils commencent à s'attacher à ce personnage de Norma Desmond, et ça vire vers le drame et finalement la tragédie. Et lorsque le film entre en production, seul un tiers est véritablement écrit. Le reste doit l'être pendant le tournage, ce qui arrive assez souvent en fait chez Billy Wilder. Se pose évidemment la question du casting. À Hollywood, un casting, c'est extrêmement mobile. On pense toujours à un certain nombre de stars. On en voit d'ailleurs à un moment, hein, parfois on écrit même des films pour les stars. C'est l'échange qu'il y a notamment dans le studio avec le producteur. Et évidemment, Wilder se retrouve dans une situation un petit peu complexe, puisqu'il a envie d'engager une réelle star du muet, donc considéré comme quelqu'un ayant voilà, passé un peu son tour, une has-been, et donc aller voir des gens pour leur dire bon ben voilà, vous êtes quelqu'un de démodé, ça nous intéresse, va être un petit peu délicat. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Mary Pickford ou Greta Garbo vont refuser le rôle. Et il pense de manière assez insistante à une star du muet qui s'appelle Mae West, qu'il va voir, et qui à l'époque donc a 56 ans, et en échangeant avec elle, il est convaincu qu'elle incarnerait parfaitement le personnage, mais en fait il se rend compte que déjà elle ne se considère absolument pas comme une has-been,
elle-même sort avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, et lorsqu'elle commence à lire le scénario, elle fait des suggestions en disant qu'elle n'envisagerait pas une seule seconde que le jeune homme avec qui elle est dans le film la trompe, et elle veut réécrire les dialogues, et ça, c'est la chose absolument impossible avec Wilder. Hein, autant il y a un seul tiers qui est écrit, mais tout ce qui est écrit à la virgule près doit être prononcé par les acteurs. Wilder n'a jamais fait aucune concession là-dessus, et donc le projet est ajourné avec Mae West. Du côté du personnage masculin, il est l'acteur Montgomery Clift est engagé sur le film et il a signé, il est prêt à le faire, et en fait, quelques semaines avant le tournage, en fait, il va se désister. Il est à un moment où il commence à être un peu connu, et il comprend bien qu'en travaillant pour Billy Wilder, ça risque de faire un véritable pas pour sa carrière émergente, et que les journalistes vont probablement s'intéresser à lui. Or, à cette époque-là, il est en couple avec une femme qui a 16 ans de plus que lui, et qui incarne assez parfaitement toute cette histoire-là. D'autant que une vingtaine d'années auparavant, elle a perdu son mari dans des circonstances que seules les fêtes hollywoodiennes peuvent permettre, à savoir qu'après une soirée particulièrement alcoolisée, le lendemain, le mari retrouvé avec une balle dans la tête, et personne ne se souvient de rien. Et les enquêtes voilà, se succèdent, et certains concluent un suicide, d'autres un meurtre, ce qui fait qu'elle est quand même souvent soupçonnée du meurtre de son mari. Donc Montgomery Clift se rend bien compte que si la presse va redéterrer toutes ces histoires, ça va faire une entrée dans le show business qui risque d'être pas très profitable pour lui, et donc il préfère se maintenir à distance. Donc c'est l'acteur William Holden qui joue donc finalement Joe Gillis. C'est un acteur déjà assez connu, mais qui sort d'une période assez creuse où il n'a pas eu beaucoup de films. Il a fait des films vraiment de série B, et ça va vraiment remettre le pied à l'étrier à sa carrière. D'ailleurs, il jouera 4 films avec Billy Wilder, et 4 avec aussi Nancy Olson qui joue la jeune Betty Schaeffer. Ils auront un certain nombre de films où ils partageront la tête d'affiche. Reste à trouver ce rôle féminin, et c'est George Cukor, le réalisateur, qui suggère à Billy Wilder de penser à Gloria Swanson. Gloria Swanson est une actrice qui a été effectivement une star du cinéma muet, et qui n'a tourné qu'un seul film depuis 1934, donc là on est quasiment en 1950, hein, on est en 49, et qui n'est pas pour autant, hein, voilà, elle ne vit pas recluse dans sa villa, elle est passée sur la côte Est, où elle travaille pour la télévision et surtout pour la radio, et elle trouve le projet intéressant, et Cukor est absolument certain qu'elle est faite pour ce rôle, et elle est un peu vexée quand on lui demande de passer des essais, parce que ça ne correspond pas voilà, à son aura, et Cukor lui dit qu'elle doit faire ses auditions, et que si elle ne se plie pas aux exigences du réalisateur, il, je cite, lui tirera personnellement dessus, ce qui donc semble être une tradition à Hollywood, du moins à cette époque-là. Elle se plie à toutes les règles, et elle obtient le rôle. Reste le personnage joué, qui joue le Max, hein, le majordome, ancien réalisateur. Et là, Wilder va se tourner du côté de Erich von Stroheim, donc, qui lui-même est un ancien réalisateur, qui, il s'avère, a tourné avec Gloria Swanson sur un film qui s'appelle Queen Kelly, la reine Kelly, en 1932. J'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est un personnage très haut en couleur, dont la carrière de réalisateur s'est achevée après le cinéma muet aussi. Et lorsque Wilder a l'occasion de travailler avec lui, donc c'est en 1943 pour un film qu'on a un petit peu oublié qui s'appelle Les 5 secrets du désert, il est un peu jeune réalisateur, il est assez impressionné voilà, d'avoir comme acteur von Stroheim, et il va le voir le premier jour sur le plateau, et il lui dit toute l'admiration qu'il a pour son cinéma, pour sa carrière de cinéaste, et il lui dit mais vous savez, la raison pour laquelle vous n'avez pas pu poursuivre votre carrière à Hollywood, c'est parce que vous aviez 10 ans d'avance. Et von Stroheim le regarde et lui dit 20. Voilà le personnage de von Stroheim, quelqu'un qui est voilà, très haut en couleur, qui a une haute opinion de lui-même, et qui va évidemment composer un personnage assez extraordinaire. Von Stroheim, qui d'ailleurs, hein, c'est ironique, est le chauffeur, mais ne savait absolument pas conduire. Donc les scènes étaient soit sur des fonds en incrustation, soit la voiture était tractée. Et Billy Wilder prend plaisir dans ses mémoires ou ses interviews à dire que même en étant tracté, il arrivait à se prendre les grilles. Et on ne sait pas exactement si c'est vrai, parce que Wilder était un facétieux personnage qui racontait beaucoup d'histoires, mais en tout cas, ça rajoute évidemment au caractère assez insolite.
Le tournage est un tournage typiquement hollywoodien de l'âge d'or, extrêmement efficace, où tout se passe bien, avec néanmoins certains points techniques à régler. Wilder a certaines visions, certains défis à proposer à ses équipes, et notamment ce fameux presque premier plan, hein, où on voit cette caméra apparemment sous l'eau avec ce corps qui flotte au-dessus, et où il explique voilà, ses équipes techniques qui veut le point de vue d'un poisson et qu'il va falloir trouver. Et donc, ils vont vraiment faire de multiples expériences pour essayer de voir est-ce qu'on immerge la caméra dans l'eau, comment on fait au niveau de la lumière. Il leur faut une certaine température, hein, de 4 degrés pour que la clarté de l'eau soit parfaite pour avoir tous les multiples plans. Et finalement, c'est par un jeu de miroir en fait, qu'ils arrivent à composer ce plan où on a à la fois le cadavre en surface et les photographes derrière, dont on voit le flash. Donc, c'est un travail qui leur demande un certain nombre d'innovations. Wilder est aussi connu pour être un auteur un peu sarcastique, qui a un humour assez particulier et que les équipes ont réussi à comprendre au fur et à mesure des années. Par exemple, lorsque le chef opérateur, qui s'occupe de la lumière, de la taille des plans, etc., vient le voir et il lui demande, pour la scène d'enterrement du singe, quel type de plan il veut, quelle atmosphère il veut, et Wilder le regarde et dit oh, bah, vous savez, on va faire les plans habituels d'enterrement de singe. Évidemment, n'a aucun sens, et ils doivent proposer avec ce genre de choses. Autre exemple, lorsqu'ils tournent la scène de baiser entre Betty Schaeffer et Joe, il leur explique qu'ils vont devoir s'embrasser assez longuement parce qu'il envisage un fade-out, donc fondu, enchaîné, et qu'il faut vraiment qu'ils attendent le cut, hein, qu'ils leur disent couper, pour pouvoir arrêter de s'embrasser. Et puis, ils s'amusent à faire assez duré, et à un moment, quelqu'un hurle « cut » sur le plateau. Il s'avère que c'est la femme de William Holden qui, ce jour-là, assiste au tournage et qui a bien envie de passer à un autre plan. Le film donc sort en 1950, et l'avant-première est assez connue puisque tout le gratin d'Hollywood y assiste, et notamment Louis B. Mayer, qui est le patron de la MGM, hein, et qui sort furieux de la projection en disant que Wilder a discrédité tout le milieu et qu'il mord la main qui le nourrit. Ce à quoi lui répond Wilder une phrase que dans tous les documents que j'ai pu voir ou lire, personne n'ose prononcer. Hein, vous savez qu'il y a une grande pruderie de la part justement de Hollywood quand ils parlent à la presse, etc. En tout cas, c'est le fameux F-word, et qui l'invite à aller se faire lui-même. Et à part ça, la presse a un accueil qui est plutôt favorable. Le film récolte 11 nominations aux Oscars, dont c'est assez rare, en fait, toute la distribution. C'est-à-dire qu'il est nommé, évidemment, pour meilleur film, etc., mais meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle et meilleure actrice dans un second rôle. Donc, notamment pour meilleur acteur dans un second rôle, von Stroheim, qui à ce moment-là est retourné vivre à Paris, et qui ne considère pas nécessaire de se déplacer parce qu'il estime qu'il aurait dû être nommé pour le meilleur premier rôle, et donc il reste à Paris. Le film n'obtiendra que 3 Oscars, donc celui du scénario, de la musique et des décors. Et ce qui est intéressant de préciser, c'est que c'est Eve de Mankiewicz qui reçoit l'Oscar du meilleur film cette année-là. Lui aussi avait un très grand nombre de nominations, et c'est un film qui traite exactement de la même chose, à savoir le milieu ultra concurrentiel des comédiens, les ravages de l'âge chez les comédiennes, sauf qu'on est dans le milieu du théâtre. Mais c'est un film qui a le même sens de la satire, la même ironie mordante, et le même désir d'aller regarder ce qui se passe dans les coulisses du monde du spectacle. Un film que j'espère vous projeter un jour ici, parce que c'est un film assez extraordinaire. Comment il s'appelle Eve. Donc, le film ne va pas pour autant relancer la carrière de Gloria Swanson. Hein, à la suite de ce film, comme à chaque fois qu'Hollywood a vu quelque chose qui marchait, on va lui proposer des versions un peu édulcorées de Norma Desmond, notamment au théâtre. Et elle décide de se retirer du cinéma. Elle fera quelques petites apparitions jusque dans les années 70, mais vraiment des apparitions, pas plus que ça. Et Billy Wilder lui-même reviendra à un sujet très similaire en 78 avec Fedora, toujours avec William Holden, et qui raconte
vraiment la même histoire, hein, à savoir celui d'une star vieillissante qui essaye de lutter contre le passage des années et qui est recluse dans sa villa en Grèce cette fois et qui essaye de justement faire un raccord avec cette âge d'or et ce sommet un peu aussi de la carrière de Wilder, parce que à la fin des années 70, Wilder n'est plus du tout l'auteur qu'il était. Ses films n'ont pas beaucoup marché et Hollywood, évidemment, n'est pas du tout tendre, hein, et ils ont une mémoire très courte. Si votre dernier film n'a pas marché, vous êtes sur la sellette. Et la fin de carrière de Wilder est assez triste et correspond aussi un petit peu à celle de Norma Desmond par rapport au cinéma muet. Évidemment, le premier élément qu'on peut évoquer concernant le film, c'est la manière dont il va vous dépeindre le cinéma. Et le cinéma a un point de son histoire qui est crucial. Hein, on avait vu en début de saison Chantons sous la pluie, qui abordait exactement le même sujet, à savoir le passage du muet au parlant, et évidemment le tremblement de terre que ça va générer dans l'industrie du cinéma. C'est abordé d'une manière voilà, chantante et plutôt comique dans le film de Stanley Donen. Ici, on est sur un versant beaucoup plus acide et tragique. D'ailleurs, l'histoire même de Chantons sous la pluie, où cette fameuse star, quand elle passe au parlant, a une voix absolument désagréable, est arrivée en réalité à Billy Wilder, puisque lorsqu'il pense au casting, avant d'arriver à Gloria Swanson, il pense aussi à une autre grande actrice du cinéma muet, qui est Paula Negri. Et il va la voir, et en fait, quand elle lui parle, il se rend compte que son accent, elle est d'origine polonaise, est beaucoup trop fort, et que ça ne pourra absolument pas passer à l'écran. Donc on a exactement les mêmes thématiques dans les coulisses réelles d'Hollywood. Hein, et vous avez cette très belle scène où on voit Norma assise dans le studio, et ce micro qui arrive et qui vient cogner sa plume, et qu'elle chasse, et qui évidemment dit tout de sa triste destinée. Le film, donc, par rapport au milieu du cinéma qu'il décrit, va vous décrire deux mondes totalement séparés. D'un côté, cette villa de l'ancien temps, et puis de l'autre, la jeunesse qui essaye de désespérément se trouver une place. Et vous avez un moment qui va vraiment schématiser ces deux tendances. C'est la soirée du Nouvel An, avec ce tango un peu morbide, totalement funeste. Petite remarque d'ailleurs, parce que c'est assez amusant, ce tango-là, qui est joué par l'orchestre, c'est exactement le même air que reprendra Billy Wilder 5 ans plus tard dans le tango à la fin de Certains l'aiment chaud, avec pareil, un orchestre avec les yeux bandés, et puis eux qui jouent, sauf que là on est dans un versant beaucoup plus comique, mais on a une sorte d'écho par rapport à ce tango-là. Et de l'autre côté, un nouvel an avec toute une jeunesse extrêmement spontanée et des gens qui chantent avec une certaine allégresse, le fait qu'ils sont sans le sou, qu'ils n'ont pas de projet, qu'ils galèrent, mais ils ont évidemment cette envie, cet espoir et cet enthousiasme de la jeunesse. Donc un autre élément qui montre bien justement ces deux mondes, c'est évidemment le jeu des deux comédiens. Norma Desmond est celle qui est dans un jeu totalement outrancier, qui correspond vraiment au cinéma muet. Quand on regarde le cinéma muet, les acteurs et les actrices sont extrêmement dans des postures théâtrales, tout doit passer par le visage, et donc on a tendance à exagérer, tandis que William Holden, lui, se caractérise par ce qu'on appelle à l'époque l'underplay, c'est-à-dire un sous-jeu. Il est très naturel, il ressemble vraiment au commun des mortels, et évidemment ça crée un fort contraste dans leur façon d'incarner les personnages, qui nous disent deux âges, très clairement, du cinéma hollywoodien. Mais bien entendu, il faut aussi évoquer, quand on voit ce film, tous les rapports avec la réalité et toutes les références qui sont faites. Comme je vous le disais, Gloria Swanson était réellement une actrice, une star, et c'est quand elle rentre dans la Paramount et qu'elle explique que le studio ne serait pas le même, si elle n'existerait même pas si elle n'avait pas été là, elle dit exactement la vérité. Gloria Swanson a contribué à la gloire réellement de la Paramount, et elle a fait effectivement jusqu'à 10 000 lettres de fans par semaine. Et comme je vous l'expliquais aussi, elle a tourné sous la direction d'Erich von Stroheim, donc Queen Kelly, la reine Kelly, en 1932. L'histoire est assez intéressante parce qu'elle dit énormément de choses qui sont en sous-texte et que, évidemment, tout Hollywood connaît au moment où le film sort. Quand elle tourne ce film-là, qui est l'un de ses derniers en fait, c'est un film qui est tourné en muet par Erich von Stroheim, et elle est coproductrice du film avec Joseph Kennedy, père du futur président.
Et au bout d'un certain temps du tournage, elle appelle ce coproducteur et elle lui dit « Virez-moi von Stroheim, c'est un taré, je ne veux plus le voir. Et effectivement, von Stroheim est un personnage extrêmement singulier qui est doté d'une mégalomanie absolue et qui fait des tournages qui sont connus pour des tournages totalement ingérables. En 1924, par exemple, il a livré au studio un film qui s'appelle Les Rapaces, qui est un film incroyable, du moins pour ce qu'on peut en voir. Et le jour où il le livre au studio, le film dure quasiment 9 heures. Un film absolument colossal. Les studios ne savent évidemment pas du tout quoi faire de ça, donc ils le taillent comme ils peuvent. Aujourd'hui, nous, on a une version qui dure à peu près 2 h 15. C'est les seuls négatifs qu'on a réussi à sauvegarder. Mais c'est un cinéaste qui a une vision incroyable, qui est absolument fasciné par la corruption, la dépravation. Il vous filme souvent des cours dans lesquels les gens se font des orgies. Donc évidemment, on est dans cette ère qu'on appelle l'ère du pré-code, avant le code Hays, qui date de 1933, donc juste après, et dans laquelle on n'a pas encore véritablement de code de censure. Et von Stroheim va faire un cinéma qui ne ressemble à aucun autre. Simplement, il dépasse complètement les délais, il explose les budgets, et là, Gloria Swanson se rend bien compte que ce ne sera absolument pas gérable. Intéressant aussi de se poser la question de quoi parle Queen Kelly. Queen Kelly parle de l'histoire d'une reine qui a à ses services un homme qui est là pour son argent, une sorte de gigolo, et ce gigolo va tomber amoureux d'une petite femme du peuple, incarnée donc par Gloria Swanson, qui à l'époque évidemment est la jeune, et elle va notamment essayer de la noyer dans une rivière. Hein, et vous avez aussi une grande descente d'escalier. Donc il y a des tas de références, si vous voulez. Et c'est von Stroheim qui propose à Billy Wilder de projeter un extrait de Queen Kelly. Parce que la soirée de projection où on voit Norma Desmond qui se voit jeune, l'extrait qu'on voit, c'est celui de Queen Kelly. Donc ça veut dire que le personnage de Max von Mayerling qui projette ce film, c'est von Stroheim qui projette réellement ce film, qui a contribué à la fin de sa carrière. Ce qui est quand même assez vertigineux. Et donc, il lui a proposé ce film. Il a aussi proposé à Wilder que Mayerling soit le premier mari de Norma Desmond. Et il propose aussi à Wilder qu'on ait une scène où on voit Max en train de laver les sous-vêtements de Norma. Et là, Wilder dit non, ça c'est bon, ça ira. Et effectivement, en fait, durant le tournage, on voit très clairement, Nancy Olson en parle, celle qui joue Betty Schaeffer, elle dit qu'elle voyait très clairement von Stroheim qui approchait progressivement son fauteuil de la caméra pour voir la manière dont Wilder dirigeait ce film et qui semblait vraiment regretter ces années où il était lui-même réalisateur. Juste après cette scène de projection, on voit ces fameuses statues de cire, les figures de cire. Et là aussi, ce sont 3 acteurs extrêmement connus du cinéma muet qui viennent jouer les has-beens, dont cette apparition absolument déchirante de Buster Keaton, qui, avec toute la tristesse du monde, dit 2 fois « passe ». Donc voilà, je passe, il est passé. Mais nous lui rendrons justice, puisqu'au mois de mai, on projettera l'un de ses plus beaux films, qui est Le Mécano de la Générale, et on aura l'occasion de le voir, mais vraiment en pleine forme, et on oubliera cette triste image. Autre élément de réel, Cécile B2000 qui joue son propre rôle. Cécile B2000 qui effectivement a fait tourner Gloria Swanson, et qui, là, joue un rôle qui est assez intéressant, puisque vous avez une forme de veulerie quand même, un peu de pitié pour elle, mais quelque chose de très réaliste. Il est réellement sur le tournage de Samson et Dalila, qui tourne à ce moment-là, et dans les studios de la Paramount. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a un discours sur les films ont bien changé, etc. En fait, c'est l'un des seuls qui a réussi parfaitement cette transition entre le muet et le parlant. Et qu'est-ce qu'il est en train de tourner d'ailleurs? Il est en train de tourner un péplum biblique qui est déjà une formule complètement éculée à Hollywood, et on sait que ça va marcher. Sachant, il parle des films qui changent, mais lui-même a fait des remakes de ses propres films en passant de la version muette, c'est le cas des 10 commandements notamment, à la version parlante. Donc on a quelqu'un qui comprend parfaitement le système. Et pour avoir des informations d'ailleurs sur les coulisses de ce tournage avec Cécile B2000, Billy Wilder lui fait demander par la Paramount s'il est intéressé par jouer son propre rôle. Il dit aucun problème, ça sera $20,000, et on lui offre une Cadillac en plus. Et lorsque Wilder vient le revoir en disant j'ai juste besoin d'un gros plan parce que voilà, on a vu les rushs, etc., il dit il n'y a pas de problème, c'est $10,000 de plus. Donc Cécile B2000 connaît bien le système et il l'incarne parfaitement.
On a un autre élément, si on fait un petit peu les références au cinéma, et qui fait que le film est aussi un film de son époque, c'est évidemment les références et le code du film noir. C'est un genre dans lequel Billy Wilder s'est illustré. Il a tourné en 1944 Assurance sur la mort, qui est vraiment l'un des films, un des grands classiques du cinéma du film noir, et on sent cette patte-là dans le traitement du film. On le voit à travers une série de codifications. Vous avez toute cette vision assez réaliste, cet ancrage urbain, et puis ce personnage qui est vraiment dans une réalité économique. Il a des dettes, il ne s'en sort pas, et on voit les traites qui s'accumulent, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose typique du film noir. Évidemment, la personnalité de ce type, qui est assez cynique, qui a une façon de regarder les choses d'un air un petit peu blasé et sardonique. Et bien entendu, la voix off contribue totalement à toute cette esthétique du film noir. Elle est particulièrement bien employée ici, et elle montre toujours une sorte de recul par rapport à ce qui est en train de se passer, et un recul évidemment critique la plupart du temps. Autre élément, bien sûr, c'est la manière, dans cette codification du film noir, dont on traite la question de la relation amoureuse. Si on regarde, on parle beaucoup plus de prostitution que d'autres choses, avec certains éléments qui montrent justement les objets qui emprisonnent, notamment cette jolie chaîne d'or qui, lorsqu'il veut s'en aller, se coince dans la grille et montre à quel point, évidemment, tous ces objets le capturent. Et cette figure très ambivalente, si on reprend les archétypes du film noir de la femme fatale de Norma Desmond, qui finalement est une femme qui se voudrait être une femme fatale, mais qui va finir par être prise à son propre piège aussi. Et ces éléments-là vont nourrir aussi toute cette codification-là. Un autre élément qui cohabite avec ce film noir, c'est celui du film fantastique. On a très clairement une imagerie et des thématiques qui renvoient à pratiquement le film d'épouvante. On le voit à travers, évidemment, cette demeure au départ. D'ailleurs, la voix off fait une référence au roman de Charles Dickens, De Grandes Espérances. Il parle de Miss Havisham, qui est donc cette femme qui est au milieu de cette demeure totalement lugubre qu'elle a transformée dans un musée d'un passé qu'elle ne veut pas oublier. Roman qui est dans toutes les mémoires, puisque en 1947, David Lean on a fait une adaptation de Grandes Espérances, un très très beau film dans lequel justement il y a un très beau travail sur les décors et sur toute cette dimension de mausolée, si vous voulez. On a aussi des références dans le fantastique à des contes. Vous avez cette espèce de reine de Blanche-Neige qui refuse de vivre et qui a cette posture parfois totalement effrayante avec des prises de vue qui la mettent vraiment en valeur, et une sorte de référence inversée à La Belle et la Bête, dans la mesure où elle est cette femme recluse, comme la bête, et l'arrivée d'un jeune homme, alors que c'est une jeune femme dans La Belle et la Bête, mais va redonner vie au lieu, et on voit effectivement des lieux qui s'animent, la voiture qui roule de nouveau, la piscine qui est remplie, et elle qui a une espèce de cure de jouvence au contact de ce jeune homme, et on est dans une logique de conte de fées qui, évidemment, est vouée à être dépassée assez rapidement. Autre élément, lorsqu'on a toute cette scène où elle se maquille, où elle prend soin d'elle dans la perspective illusoire de cette reprise de tournage, on a des scènes qui, là, renvoient quasiment au cinéma d'horreur, type Frankenstein, avec des visages, des pansements, etc., qui nous donnent quasiment l'impression de la voir s'adonner à des expériences qui font d'elle une sorte de monstre. C'est une scène qui a été d'ailleurs qui a donné lieu à un conflit extrêmement violent entre les deux co-scénaristes, donc Billy Wilder et Charles Brackett. Brackett ne voulait pas que cette scène figure, en disant d'une certaine manière que c'était trop cruel pour Gloria Swanson notamment, et Billy Wilder tenait absolument. Et le conflit a été violent au point qu'à la fin du film, Wilder a décidé qu'il ne travaillerait plus jamais avec Brackett, et effectivement ça a mis fin à leur collaboration. Et il a trouvé ensuite d'autres co-scénaristes qu'il a suivis jusqu'à la fin de sa carrière. Mais c'était le dernier film qu'il écrivait avec lui. Donc cette imagerie horrifique, évidemment, elle va nourrir tout le film et créer des images qui nourrissent une thématique permanente qui est celle, évidemment, de la mort. Lorsqu'on voit arriver ce personnage dans cette maison, il est là pour des funérailles,
celle d'un singe. Il y a quelque chose d'extrêmement étrange, et d'une certaine manière, on a l'impression que le singe part et lui arrive. Si vous voulez, il remplace un cadavre et il est le candidat suivant. De la même façon, il travaille sur le scénario d'un film sur Salomé, Salomé qui donc peut se vanter d'avoir obtenu la tête de l'amant qui se refusait à elle, ce qui évidemment annonce de manière très classique dans le schéma de la tragédie la destinée de ce personnage-là. Donc il rentre très clairement dans un cercueil géant, dans un mausolée, et la mort accompagne tout le film, avec notamment cette jolie trouvaille qui est celle de cette voix off, la voix off d'un mort. Qui est quelque chose de très intéressant, puisque finalement c'est un mort qui parle, et qui parle même après sa mort, dans une logique qui là aussi est quasiment celle d'un fantôme, d'une présence qui atteste de ces événements-là. Donc on a cette omniprésence-là qui va évidemment nourrir aussi toute cette thématique du fantastique. Le film, de ce point de vue-là, ne cesse de réfléchir sur la question finalement de l'aliénation et du mensonge. Parce que ce que font les personnages, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, surtout les deux principaux, mais d'une logique où finalement tout le monde ment à tout le monde en permanence. Si on regarde le personnage de Norma Desmond, toutes les personnes qui lui parlent, avec bienveillance ou non, lui mentent. Soit parce qu'on n'ose pas lui dire, soit par cruauté, soit par intérêt, soit par empathie. Et ce mensonge-là, évidemment, va construire absolument toute la dynamique des échanges dans le film. Et le personnage de Gillis, à partir du moment où il rentre dans le jeu, il va progressivement se déshumaniser. C'est assez intéressant de voir à quel point il est tout le temps associé à des animaux. Alors, il remplace le singe, on l'a vu, mais il y a aussi ces rats dans la piscine, et puis il y a aussi cette mention très intéressante et particulièrement méprisante quand Max annonce le coup de fil et qu'il évoque le fait que la fourrière, voilà, on a perdu un chien, il en fait clairement un animal domestique, et il montre qu'il est voilà, un animal de compagnie, et lui-même à la fin se compare à une baleine qu'on extrait de ce bassin. Donc il y a vraiment cette déshumanisation progressive du personnage. Et le rôle de la fiction, qui est évidemment fondamental puisqu'on est dans un film sur Hollywood où on construit la fiction, est toujours un rôle extrêmement ambivalent et qui suscite des dissonances et des malaises. Si vous regardez la manière dont Norma, par exemple, cette jolie scène où elle imite un petit peu ses gloires passées, les baigneuses de scénette, mais surtout Charlot, elle a tourné avec Chaplin dans un court-métrage d'ailleurs, c'est une scène où elle est particulièrement talentueuse. Il y a quelque chose de magique qui se passe, elle imite avec vraiment un grand talent la gestuelle et la pantomime de Chaplin, mais qu'arrive-t-il juste après? Le coup de fil de la Paramount qui fait qu'elle redevient elle-même, et elle a de nouveau cette posture, mais avec un accoutrement qui la rend totalement grotesque. Et d'ailleurs, la musique, qui est très intéressante dans le film, mais la musique qui accompagne justement de manière un peu en pastiche des comédies de Chaplin, est une musique dissonante, avec des tonalités un peu particulières qui, elle aussi, très clairement, suscitent le malaise. Il en va de même pour Gillis. Gillis, quand il rentre au service de cette femme, c'est pour l'écriture, et il se réveille sans savoir où il est, et il est couvert des pages de script, couvert par la fiction, une mauvaise fiction en plus de mauvaise qualité, et on voit la manière dont il est en train de s'enfermer complètement là-dedans. Pareil pour ce que fait Max pour cette femme, Max qui est au service dans une sorte d'idolâtrie de Norma, mais qui en réalité perpétue complètement cette illusion et continue jusqu'au bout d'être le réalisateur qui a révélé cette femme. En perpétuant la fiction, il écrit les lettres, il lui cache tout ce qui pourrait évidemment lui déplaire sur le fait qu'elle n'est plus la star qu'elle a été. Eh bien, à la fois il la soulage, mais évidemment il l'entraîne dans une folie croissante. Et enfin, si on regarde la petite potentielle véritable histoire d'amour, celle entre Gillis et Betty Schaeffer, elle est aussi assez passionnante. Ce sont deux scénaristes qui écrivent de la fiction. Le premier échange qu'ils ont dans la fête du Nouvel An, ils singent toutes les répliques les plus clichés qu'on peut avoir dans les films. Ils jouent énormément là-dessus. Ils sont des êtres de fiction. Et ensuite, à quoi travaillent-ils? À Untitled Love Story. Voilà. Et c'est ce à quoi se résumera leur histoire.
si vous remarquez, la scène la plus romantique qu'ils ont, elle est dans un décor de cinéma. Et en matière de règne du faux, elle explique aussi qu'elle s'est refait faire le nez, etc. Donc on ne cesse de multiplier tous les signaux d'alerte sur le fait que tout cela ne peut pas fonctionner et qu'on se berce d'illusions et que cette très jolie scène d'amour est une scène fictive à tous les niveaux, écrite par Billy Wilder, mais même pour les personnages, il se raconte une histoire à l'intérieur du film. Donc on travaille vraiment en profondeur cette question-là, jusqu'à arriver à une extrémité qui est quand même particulièrement profonde dans l'écriture, c'est que si vous regardez, la mise en valeur du cinéma par Norma Desmond, c'est celle de dire nous avions des grands films et nous, vous parlez, ça n'a aucun sens. Nous, on avait faces, les visages. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a le personnage de Gillis qui n'est plus qu'une parole, c'est un scénariste, celui qui raconte. Même après sa mort, il continue à parler. Il n'est plus à l'image, il n'est que des mots. Et elle n'est que ce visage qui va littéralement dévorer l'écran et devenir quitter la netteté et devenir hors champ, exactement comme l'est devenu, bien entendu, le cinéma muet. Donc, la question aussi, ça va être celle de l'esthétique, la manière dont Wilder filme ça. On en avait déjà parlé, vous savez qu'on est là vraiment dans l'âge d'or d'Hollywood, et l'esthétique à Hollywood, c'est une esthétique de la transparence. Il s'agit de ne pas faire de formalisme et d'être dans l'efficacité. Et Wilder correspond parfaitement à ça. Wilder, il scénarise la totalité de ses films, c'est quelqu'un qui pense d'abord à raconter une histoire. Et on voit d'ailleurs l'influence de la comédie, particulièrement au début. Il y a des belles punchlines, il y a des éléments qui sont très, très pertinents dans les répliques. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Pourtant, dans ce film-là, qui est un film sur Hollywood et qui est un film sur l'histoire du cinéma, on va voir comment il va s'approprier certaines expressions, certaines esthétiques, pour nourrir son esthétique. Quand il est à l'intérieur de la maison, il va emprunter une esthétique expressionniste, des clairs-obscurs, des plans qui ne sont pas très habituels chez lui, cette fameuse contre-plongée, au sens propre du terme, dans la piscine, et puis des plans particulièrement originaux. Vous avez probablement remarqué ce plan avec la main de Max qui joue de l'orgue et cette profondeur de champ, avec des larges focales pour avoir très souvent une netteté sur toute la profondeur de ces lieux qui sont labyrinthiques, qui est la fameuse prison dorée, et évidemment qui renvoie à une imagerie presque baroque à laquelle n'est pas habitué Wilder. Il emprunte, il pastiche ici le cinéma muet dont il fait justement un mausolée. A l'inverse, quand il filme la jeunesse, des petites fugues de Gillis, à l'extérieur, on a des plans plus larges, on a des tonalités plus claires, plus grises, plus neutre, plus réaliste. Donc cette cohabitation des esthétiques va complètement nourrir le film et montrer évidemment cette déchirure de ce personnage qui essaye de se positionner jusqu'à faire se réunir à travers cette scène déchirante où il montre la vérité à Betty Schaeffer en l'entraînant justement dans cet endroit-là et en lui disant « Ne reste pas avec moi, je suis quelqu'un d'immoral et tu dois aller avec la personne qui te mérite vraiment. » Et donc en poussant justement sur ce que je vous disais, sur le visage et la voix qui vont parfaire et mener au bout toutes ces esthétiques-là. On peut donc se demander, in fine, qu'est-ce qui reste de ce regard sur le cinéma, qui est un regard acerbe, très violent, et dans lequel on voit des personnages, tous autant qu'ils sont, qui ont recours soit au jeu, soit à l'écriture pour pouvoir combattre leur insatisfaction par rapport au réel, soit parce que le temps a passé, soit parce que la gloire n'arrive pas, mais qui s'inventent en permanence. Ce qu'il y a de plus que tous les genres qu'on a pu convoquer, le film noir avec l'aspect du thriller polar, le fantastique avec cette imagerie un peu effrayante, c'est l'émotion. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle il est passé de la comédie au drame. C'est qu'en fait, progressivement, on voit bien que certes, on critique, on fustige ce personnage de Norma Desmond, mais il y a une véritable empathie pour elle. Et à plusieurs moments, on a de la sympathie pour ce personnage, de la peine pour elle, et avec elle, pour tout un pan de l'histoire aussi du cinéma. Et quand on voit ce personnage, il y a des moments où, clairement, lorsqu'elle revient à la vie, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Cette scène où le technicien met un projecteur sur elle, il y a quelque chose de magique qui se passe, et subitement, on a l'impression que le passé ressurgit.
C'est la même chose quand elle imite Chaplin, et lorsque progressivement se mettent en place des moments où elle a accès à quelque chose de véritablement beau. C'est le cas aussi des très beaux plans du film de Stroheim qu'on voit en abîme sur Queen Kelly. Et la descente d'escalier, qui est clairement une descente aux enfers, est de ce point de vue-là extrêmement ambivalente. Descente d'ailleurs que l'actrice a faite pieds nus. On le voit à un moment qu'elle est pieds nus, parce qu'en fait elle explique à Wilder qu'elle doit regarder toutes les caméras et descendre, et en talons hauts, elle a toutes les chances de tomber durant cette scène-là, et donc elle demande à la faire. Et à la fin de la prise, ce qui correspond à peu près à la fin du tournage, elle s'effondre en larmes parce qu'elle a vraiment donné tout ce qu'elle pouvait, et elle a conscience d'être arrivée au bout du processus. Donc cette descente-là, et c'est ça qui est intéressant, est une descente aux enfers qui montre un personnage qui va vers son extinction, avec un regard qui, et c'est très important aussi, est filmé par des caméras, mais qui sont des caméras d'actualité, et qui annoncent une autre mort imminente du cinéma, même s'il n'est pas totalement mort, mais Hollywood va être profondément ébranlé par l'essor de la télévision. Et que font ces gens-là, les écoutiers, les reporters, etc. Ils sont là pour une autre forme de divertissement, qui est la presse à sensation, qui va se repaître des histoires les plus sordides. Et ces caméras-là, ce ne sont pas les caméras de 2000, ce sont des caméras qui viennent capter l'horreur du réel dont vont se repaître les spectateurs ou les lecteurs des journaux. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et donc, dans cette approche morbide, on a une réflexion extrêmement noire de la part de Wilder. D'ailleurs, Wilder n'avait pas pensé à cette ouverture au début. Dans la première version, et il l'a tournée, la caméra rentrait dans une morgue et on voyait plein de cadavres, dont celui de Gillis, et puis les gens commençaient à discuter en disant « Ah tiens, comment t'es mort ?» Il y avait notamment un enfant qui disait « Ah, je me suis noyé ». Et Gillis commençait à dire « Oui, moi aussi, je me suis noyé, mais par contre, j'ai été un petit peu aidé par les 2 trous que j'avais dans la poitrine. Ah bon, tu t'es fait tirer dessus ?» Et le récit commençait. Dès 1950, et ça c'est intéressant parce que on a tendance à penser que c'est arrivé plus tard, dès 1950, on avait des projections test. C'est-à-dire que des spectateurs tirés au hasard, on leur dit « Vous voulez voir une projection gratuite, test ?» Ils assistent à la projection et à la fin, ils remplissent un questionnaire en disant leur satisfaction ou pas. Quand la scène commence, de la morgue, les gens éclatent de rire. Et là, Wilder se dit « Ok, c'est foutu, j'ai donné le mauvais signal pour mon film. » Wilder sort désespéré, il y a une femme qui sort, qui s'assied à côté de lui et qui lui dit « Punaise, j'ai jamais vu une telle merde, et vous ?» Il dit non, jamais non plus. Et il a bien conscience qu'il va devoir changer. Donc ils ont complètement coupé cette scène et ils ont retourné la scène que vous avez vue dans la piscine. Donc là aussi, il y a toujours cette logique d'envoyer les bons signaux, et en fait, il ne peut pas forcément anticiper la réaction du public. Et donc cette descente d'escalier, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça devient aussi un moment totalement mythologique. À la fois, on décape le cinéma, on va voir les coulisses, et en même temps, on vous montre quelque chose qui va rester dans les annales. Cette réplique, I'm ready for my close-up, je suis prête pour mon gros plan, Mr. 2000, est devenue une réplique culte, qui est dans tous les classements des plus grandes répliques du cinéma. Cette descente d'escalier, c'est un tableau absolument grandiose, qui est totalement inoubliable, et le film a complètement créé une sorte de tradition et d'esthétique qui a marqué un grand nombre de très grands réalisateurs. On montrait l'année dernière Mulholland Drive de David Lynch. Bon, c'est clairement une relecture de ce film. David Lynch est un immense fan, c'est un de ses films préférés. D'ailleurs, Gordon Cole, le personnage qui appelle pour la voiture, David Lynch a repris ce nom, et c'est le nom qu'il se donne à lui-même dans le rôle extraordinaire d'agent du FBI qu'il incarne dans sa série Twin Peaks. Donc on a vraiment un très grand nombre de références. Et si vous regardez, très récemment aussi, le dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade, c'est une réécriture française de ce film-là. Isabelle Adjani, c'est vraiment exactement la même réflexion sur une actrice qui refuse de vieillir, qui vit recluse dans sa villa de la Côte d'Azur. C'est exactement la même écriture. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette réflexion sur le cinéma, on a une volonté de décaper, de montrer les coulisses, mais en même temps une déclaration d'amour profonde à cette usine à rêve. Ce qui est le sujet même, d'ailleurs, du dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, c'est exactement ça. On vous montre les coulisses, mais on vous montre qu'on croit totalement en la capacité d'Hollywood à créer quelque chose d'immortel. Et c'est là, évidemment, que ça devient intéressant, c'est que nous avons un cinéaste qui, contrairement à ce que disait Louis B. Mayer, qui disait qu'il discréditait totalement la profession, fait exactement l'inverse.
En fait, il va effectivement regarder derrière, sur les plateaux, vous montrer un monde effectivement d'une grande violence, mais il arrive, par le cinéma, sur le cinéma, à refaire la beauté du cinéma. Merci de votre attention.